Bonjour, bienvenue dans ce nouvel atelier du Grand Forum du Patrimoine Live. Nous allons évoquer les sociétés civiles dans les contrats d'assurance vie, une manière de faire de l'immobilier autrement. Et pour en parler, nous sommes avec Gaëla Eléguarch, directrice générale de la société Théorème, et Thibaut Corvézier, directeur de la gestion immobilière chez Turgot Asset Management. Alors, quand on parle d'immobilier dans l'assurance vie, on pense tout de suite au SCPI, mais il y a quand même d'autres véhicules intéressants pour faire des allocations, et notamment les sociétés civiles, qui sont peut-être encore un petit peu discrètes, mais qui prennent de plus en plus de place dans les contrats. Alors, peut-être qu'avant de démarrer concrètement dans le sujet, on peut rappeler quel est l'intérêt d'intégrer l'immobilier dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Est-ce que Thibaut, vous voulez bien nous parler de ça? Bonjour Elisa. Bonjour. On peut peut-être rappeler finalement une SCI, c'est une société civile immobilière. C'est un fonds qui est professionnel, donc qui est distribué pour notre part en fait auprès d'institutionnels et notamment de compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance en fait décident de distribuer ce fonds sous forme d'unité de compte, et c'est ainsi en fait qu'on se retrouve avec une SCI qui est proposée sous forme d'unité de compte dans un contrat d'assurance vie. Donc c'est sûr que avoir une SCI dans un contrat d'assurance vie, ça présente beaucoup d'avantages puisque vous avez une fiscalité qui est celle attachée au contrat d'assurance vie et qui est une fiscalité donc différente de la fiscalité immobilière classique que l'on connaît en fait en tant que particulier. Aujourd'hui, en tout cas la SCI, c'est un support qui est, c'est vrai, plus connu dans l'environnement des particuliers, notamment pour optimisation patrimoniale, que par les institutionnels, mais qui gagne à être connu. D'accord. C'est aussi donc une manière de trouver une alternative aux fonds euros qui sont quand même pas terribles, aux UC aussi. De diversifier. Ouais, de diversifier. Voilà, l'allocation dans sa globalité, c'est-à-dire du fonds euro, de l'immobilier et des unités de compte financières et même maintenant du private equity. Ok. Et donc c'est aussi plus accessible, c'est de l'immobilier plus accessible que l'immobilier classique. Alors, c'est l'autre avantage, je pense que Thibaut ne dira pas le contraire, c'est les conditions d'accès en fait qui sont très faibles. Les minima de souscription sur ces unités de compte immobilières sont extrêmement accessibles aussi. C'est ça qui est très intéressant. Alors tous les deux, vous arrivez avec deux solutions qui sont très novatrices, qui ont des positionnements bien spécifiques. Gaëla, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous présenter un petit peu rapidement en quelques mots les points forts de la nouvelle société civile Pythagore? Avec plaisir. Donc Pythagore, déjà c'est notre première société civile en unité de compte IMO. On a un ADN multigestion à la base chez Théorème, donc c'est, je pense, le véhicule qui aujourd'hui nous représente le plus. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment un ADN 100% multigestion dans ce Pythagore, une architecture ouverte totale, donc ça c'est la base de notre métier, donc ça le sera pour cette UC mais aussi pour les fonds tiers que nous allons avoir. Vous allez avoir donc tous les styles de gestion représentés dans Pythagore, toutes les classes d'actifs à partir du moment bien évidemment où nos convictions y sont, par rapport à ces classes d'actifs évidemment. Vous n'aurez pas de contrainte de géographie non plus, c'est-à-dire qu'on va principalement aujourd'hui investir en Europe dans Pythagore, mais on pourra même pourquoi pas aller au-delà de l'Europe dans le futur, à partir du moment où bien sûr la multigestion c'est aller chercher des expertises qui sont disséminées sur le marché. Les expertises, dans certains pays, on ne les a peut-être pas aujourd'hui. Par contre, on peut aller sélectionner cette expertise dans des pays qui aujourd'hui ne sont pas représentés dans des unités de compte immobilières. Mais ça veut dire quoi concrètement en fait, quand vous dites que vous allez sélectionner? Ça veut dire que vous choisissez des actifs immobiliers, vous allez trouver les meilleurs gestionnaires pour ces fonds-là, enfin pour ces actifs-là, pardon. Pythagore, c'est effectivement ça. La multigestion, c'est d'aller chercher donc, des actifs immobiliers, qu'ils soient en direct ou en indirect, ou en direct en co-investissement, par exemple, avec des confrères. Ça peut être des sociétés de gestion ou des asset managers, forcément vers une expertise choisie. C'est-à-dire qu'un actif de santé, par exemple, ne va pas s'acheter de la même manière ou ne va pas être géré de la même manière qu'un actif tertiaire. Donc on va aller chercher ces expertises sur le marché et ces expertises, on va finalement les compiler au sein de nos véhicules et notamment dans Pythagore pour permettre d'accéder vraiment à la globalité du marché qu'on considérait, nous, et c'est la raison d'ailleurs de la création de Théorème, totalement disséminée partout. Donc on va chercher donc, des actifs directs, indirects. En indirect, ça sera plutôt des fonds institutionnels qui sont normalement destinés à ce type d'investisseurs. Et on va avoir, grâce à cela, on va dire une allocation très granulaire avec tous les styles de gestion représentés, les classes d'actifs, une géographie extrêmement élargie. Donc ça fait un fonds qui est très flexible, très diversifié,
et qui permet, ce que l'on souhaitait d'ailleurs avec la multigestion, minimiser notamment les risques de surexposition, soit sur une classe d'actifs, soit sur un pays. Et c'est aussi tout l'intérêt de la multigestion, diminuer les risques et aller chercher un petit peu d'alpha. Ça ressemble un peu à ce qu'on connaît en gestion d'actifs immobiliers pour le coup. Et là, vous adaptez ça à l'immobilier. C'est nouveau en fait en France, on ne connaît pas ça pour l'instant. Comment... Alors on l'adapte effectivement, la multigestion existait effectivement sur les actifs financiers. C'est nouveau en France. Ouais. C'est nouveau en France parce que pendant de nombreuses années, les seuls véhicules accessibles au grand public, c'était des fonds qui étaient quand même assez rigides, notamment la SCPI, qui a beaucoup d'avantages, mais qui d'un point de vue juridique et dans son objet est assez limité. Donc on se servait de ce type de véhicule pour le grand public. Dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays qui avaient des véhicules beaucoup plus souples juridiquement, la multigestion immobilière existait en réalité déjà. Donc si elle n'est pas arrivée en France, c'est tout simplement parce que les coquilles juridiques françaises n'étaient pas forcément adaptées. D'accord. Les premiers à avoir usé de la multigestion sont plutôt des investisseurs français institutionnels qui demandaient par exemple à une société de gestion de leur créer justement des véhicules au savoir-faire multiple, c'est-à-dire aller chercher justement ces savoir-faire. Oui. Simplement, c'était effectivement destiné uniquement à des institutionnels. Nous, D'accord. on offre ce savoir-faire-là. Accessible Exactement, au grand particulier, d'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous n'irez pas ou est-ce que vous vous autorisez absolument tout? Alors, dans les années à venir, Pythagore, je pense, sera, on va dire, exposé à peu près dans toutes les classes d'actifs. Simplement, effectivement, actuellement, donc conjoncturellement, on va dire, Pythagore sera investi majoritairement donc, dans de la logistique, de la santé, des infrastructures sociales, du résidentiel et du bureau, parce que ce sont nos convictions. Mais l'avantage aussi de la multigestion, c'est que ces convictions, elles peuvent changer en fonction des momentum de marché. Ça veut dire que dans les années à venir, des classes d'actifs ou des stratégies d'investissement vont peut-être arriver sur le marché et que nous, on pourra les saisir, ces opportunités, pour pouvoir s'adapter à ces cycles et à ces momentum. Ok, d'accord. Donc on est loin du fourre-tout qu'on pourrait peut-être imaginer quand on imagine multigestion. Vraiment, c'est pour aller puiser le plus intéressant dans chacune des gestions. Exactement, c'est d'aller chercher des expertises, Okay. évidemment, de sélectionner ces expertises et de les intégrer dans nos fonds et d'être le plus souple possible. La flexibilité de la gestion immobilière, enfin dans la gestion immobilière, c'est possible en fait. D'accord. Simplement, c'est possible effectivement avec des fonds qui donnent cette possibilité-là. Donc c'est le cas des SC et des SCI. Ouais. C'est le cas aussi d'autres véhicules accessibles en direct qui ont également cette flexibilité et qui peuvent donc accueillir la multigestion. Et ça veut dire que vous aurez quel type d'actifs à l'intérieur ou quel type de fonds, des club deals, il y a quoi en fait Alors on aura des actifs en direct, Ouais. des actifs en direct achetés en co-investissement avec des confrères ou des asset managers spécialisés dans certains domaines. D'accord. On aura majoritairement des fonds institutionnels. Lorsqu'on investira indirectement dans une participation, ça sera par le biais de fonds institutionnels, mais également en fonds de portefeuille, probablement pour apporter un petit peu de rendement, même si la SC et la SCI est un produit de capitalisation. On aura également des SCPI ou des OPCI grand public, ou certains autres OPC, notamment des OPC 20 immobiliers, qui ont le mérite d'apporter un petit peu de liquidité au véhicule. D'accord. Alors Thibaut Corvézier, vous, la société Viager Génération, c'est un fonds viager. On connaît tous le viager, hein, notamment grâce au film qu'il a un petit peu d'ailleurs fait mal percevoir auprès du grand public. Comment ça se passe quand ce viager il est justement intégré à un fonds ? Alors, je vais vous expliquer. En fait, c'est vrai que nous, à la différence de Gaïla qui est sur la multigestion immobilière, nous, on a développé une expertise donc en septembre 2017 en lançant un fonds qui était le premier fonds viager distribué donc en assurance vie et dans les plans d'épargne retraite. Donc on se situe déjà dans l'environnement immobilier, dans l'immobilier résidentiel, sur lequel il y a assez peu de support aujourd'hui, et sur un fonds qui est viager, avec une image moderne du viager qu'on a souhaité donner. Et uniquement donc, France aussi du coup, c'est un fonds... Uniquement France dans un premier temps. D'accord. Alors l'objet du fonds, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement... On va donner en fait, on va permettre à des seniors de monétiser, qui ont plus de 65 ans, de monétiser leur actif immobilier, leur résidence principale, et de rester chez eux. Et on sait à quel point le rester chez soi et bien vieillir
encore plus dans la crise sanitaire qu'on traverse, prend tout son sens. Et après, la manière dont on va leur proposer en fait de monétiser l'actif immobilier, c'est que vous faisiez référence aux parodies qui ont été faites sur le viager. C'est vrai qu'il y a le film de Michel Serrault que tout le monde connaît, il y a l'image aussi de Jeanne Calment que tout le monde connaît, et qui a vécu, qui sont des très belles parodies, mais qui véhiculent une image en fait qui est attachée au pari sur la mort. Donc du coup, il fallait se débarrasser de la rente viagère. Et donc, dans un souci de lisibilité, ce qu'on a fait, c'est que on propose en fait de payer aux seniors la valeur de leurs biens, la valeur occupée, qui est une valeur qui est décotée. Mais c'est la même chose en fait dans le viager traditionnel, mais on le paye en une seule fois. Et comme ça, en fait, il y a une lisibilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rente, en fait. C'est juste le bouquet, ça correspond à ça. Il n'y a pas de rente. C'est-à-dire qu'on achète des biens, et puis derrière, on va avoir une décote qui va être fonction, bien sûr, de l'espérance de vie de la personne âgée. Donc plus son espérance de vie sera importante, et plus la décote sera importante. Et on paye un capital. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'incertitude, de pari sur la mort. Et ça a d'autant plus de sens parce que en termes de gestion de risque, finalement toute l'essence en fait d'un fonds viager, c'est de mutualiser un risque. Et c'est ce qui est plutôt beau, c'est-à-dire que plus on va avancer dans le temps, plus on va mutualiser un risque, et donc plus on va avoir un risque qui va être faible pour les investisseurs. Et donc ce qu'on a démontré à travers les 3 premières années, c'est que finalement on était capable de réunir à travers cette solution, de séduire à la fois des seniors qui sont intéressés donc à monétiser cette résidence principale, de rester chez eux, et en même temps de satisfaire des investisseurs qui sont multiples. Et c'est vrai que après on se dit mais pourquoi, quel est l'intérêt en fait de monétiser cet actif immobilier? Et là ça peut servir en fait énormément d'envie ou de besoin. On pense nécessairement au financement de la dépendance, qui est un sujet extrêmement d'actualité et sur lequel le gouvernement planche et nous a sollicité. On peut penser aussi bien sûr au financement des retraites, mais il y a plein d'autres sujets. Les seniors en fait ont souvent beaucoup travaillé, souhaitent profiter pleinement de la vie, pouvoir aider en fait un enfant, un petit enfant. Bref, il y a presque autant de situations que de personnes concernées. D'accord. Donc en fait, on est vraiment sur 2 fonds différents. C'est-à-dire qu'avec Pythagore, on va être sur un fonds qui est un fonds vraiment diversifié. Avec Via Génération, c'est pas un fonds diversifié, mais c'est un fonds qui permet de faire de la diversification. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on explique pourquoi vous avez fait le choix, vous, des sociétés civiles, quel intérêt ça a par rapport au SCPI, dans les contrats d'assurance vie, de choisir la société civile. Est-ce que, Gaëla, vous voulez commencer ? Oui, alors c'est un fonds que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant, et ce qui est assez plaisant surtout, c'est que les premières SCI en fait en assurance vie ont surtout été créées par les assureurs et pour les assureurs. Donc ça dit bien toute l'importance, que c'était adapté en tout cas à l'assurance vie. Donc ils les ont créés pour eux-mêmes avec l'accompagnement bien évidemment de sociétés de gestion. C'est plus adapté parce que déjà il y a une mécanique assez huilée sur la partie liquidité qui reste quand même extrêmement importante dans la mesure où c'est l'assureur qui porte cette liquidité. Et l'objet social des SC est quand même extrêmement intéressant puisque assez large. Comme le disait Thibaut tout à l'heure, on va avoir un objet qui ressemble peu ou prou d'ailleurs au SCI familial, entre guillemets. Avec, pour la société civile immobilière, déjà de grandes possibilités, et pour la société civile, que nous, on a choisi pour le coup, et en raison, tout simplement, de notre ADN multigestion, qui est encore plus élargi, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher encore d'autres sources d'investissement qui n'étaient pas forcément possibles en SCI. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en tout cas, on a choisi la SC versus la SCI. D'accord, la subtilité, c'est ça. La subtilité, c'est ça. Plus de flexibilité. Une autre subtilité quand même, et pas des moindres, c'est que la société civile, contrairement à la SCI, est limitée à 30% d'investissement dans la valeur des contrats des assurés. Donc ça limite quand même l'accès. Et malgré ça, il n'y a pas eu de discussion chez nous. C'était vraiment le véhicule le plus adapté à la multigestion. Donc on a choisi la SC et non pas la SCI. D'accord, ok. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose, Non, je pense que Gaëla en fait, a bien résumé. En fait, il y a eu les SCPI et on sait en fait à quel point les investisseurs étaient séduits par ce support. Il y a eu les OPCI qui apportaient un peu plus de liquidité, mais finalement dans cette liquidité, il fallait quelquefois investir en fait dans des actions, dans des foncières notamment, et on a vu en fait les conséquences que ça a pu avoir par exemple cette année, au moment où le marché en fait a baissé. C'est vrai que en termes de liquidité, c'est beaucoup plus simple.
un véhicule qui est flexible et qui, en plus, comme le disait Gaëla au départ, c'est en termes de frais, c'est un véhicule en fait qui est beaucoup moins chargé que les SCPI. Et donc, quand vous parliez de fonds euros et éventuellement de profils de rendement qui sont assez prudents, pour des investisseurs qui souhaitent arbitrer du fonds euro sur de l'UC, on ne peut pas les faire rentrer dans des SCPI en fait, avec des frais qui sont de 10% en termes de droits d'entrée. Là, vous touchez justement les deux grands points, les deux grands sujets immobiliers dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, la liquidité et les frais. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, la liquidité, c'est finalement pas une question là, avec les SCI et la SCI que vous proposez. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ça, que vous nous expliquez concrètement comment ça se passe en termes de liquidité dans vos deux structures? La liquidité, c'est un vrai sujet chez Théorème. En fait, Oui. on a une gestion assez prudente. On a été élevé comme ça. Notre président, Romain Welch, a été à l'origine de la création de l'OPCI BNP Paribas Diversipierre, qui était quand même un OPCI grand public, qui a donc été soumis à des stress tests très fréquents pour tester justement cette liquidité. Et on s'est rendu compte, en fait, que pour une classe d'actifs, on va dire solides, donc des actifs en direct dont on se dit qu'effectivement ils ne sont absolument pas liquides, on pouvait quand même la travailler, cette liquidité. Cette liquidité, on a appris à la travailler dans les sociétés de gestion lorsque justement, et Thibault disait, quand les OPCI grand public ont été créés. Et comment on travaille, nous, cette liquidité en société civile? D'abord, pourquoi? Parce que, bien sûr, il faut rassurer les compagnies, qui sont quand même porteuses de ce risque. Oui, bien sûr. Il faut rassurer les investisseurs qui donc investissent sur une classe d'actifs qui est tangible, stable, mais qui, effectivement, est normalement moins liquide. Donc nous, chez Théorème, on l'a fait un petit peu par tranche, c'est-à-dire qu'on considère que lorsqu'on rentre un actif dans la SC, il a une liquidité soit journalière, soit bimensuelle, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle, voire très très compliquée à vendre. Donc en fait, on travaille évidemment et on suit toutes les entrées dans le fonds. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de savoir quasiment pour le gérant tout le temps, en fait, quelle est la proportion réelle des actifs qui sont cessibles à la journée, etc. Donc l'obligation de liquidité d'une SC est assez faible, c'est 5%. Ouais, c'est très peu. On est allé, nous, un petit peu au-delà, parce qu'en plus, vous le verrez, il y a des spécificités dans Pythagore qui font qu'on a voulu aller un petit peu au-delà, donc on est autour de 10% de liquidité quotidienne. D'accord. Mais il faut savoir que les sociétés de gestion, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas les seuls, travaillent vraiment cette liquidité pour permettre quand même d'avoir un maximum de souplesse quant à des retraits, puisqu'on est quand même sur une épargne, c'est le sujet, une épargne qui génère effectivement beaucoup de versements, mais qui génère également des rachats. Et c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier, la liquidité. Et même dans l'immobilier, on arrive à en trouver. Oui, bien sûr. Et du coup, chez Via Génération, comment ça se passe en termes de liquidité? Alors, la liquidité dans les contrats, elle est assurée, mais c'est la même chose en fait pour Théorème, par les assureurs qui nous distribuent. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir une cohérence finalement entre le support et celui qui est distribué. Donc les assureurs, quand on a mis en place la SC Via Génération en septembre 2017, nous ont demandé de garder une poche correspondant en fait à 30% des souscriptions rachats totales. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais la différence qu'il y a entre une SCI et une SCPI, c'est que c'est un fonds de capitalisation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la différence d'une SCPI en fait, qui a des revenus qu'elle va distribuer chaque année sous forme un peu de dividendes, nous, la manière dont on va pouvoir réaliser finalement son gain va être de racheter, de vendre une partie de ses parts. Ouais, donc on a une culture aussi chez Turgot, et moi à titre particulier, parce que j'ai fait 20 ans de structuration financière, donc de risk management qui est extrêmement important. On construit bien sûr la distribution de notre portefeuille puisqu'on s'appuie sur les tables de mortalité, donc à chaque personne est attachée finalement une durée de vie qui est théorique, mais néanmoins bien sûr on l'a construit de manière intelligente, de telle manière à pouvoir finalement organiser aussi cette liquidité par rapport à ces libérations futures envisageables. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant. D'accord. Et les valorisations, comment ça se passe là pour le coup dans chacune de vos sociétés, peut-être enchaîner avec vous pour... Valorisation, alors on a une valorisation toutes les 2 semaines. Il y a pas mal de personnes qui pourraient dire mais qu'est-ce que vous faites toutes les 2 semaines? Finalement, vous ne vendez pas un bien toutes les 2 semaines. Voilà, toutes les 2 semaines en fait, ce qui se passe c'est qu'on va recalculer. Bien sûr, il y a un certain nombre
de critères, paramètres, de paramètres mais on va recalculer par exemple l'espérance de vie des seniors, oui. Qui bien sûr n'est pas linéaire dans le temps. Et donc on va revaloriser l'ensemble des actifs immobiliers, prendre en compte les nouveaux achats, les gains qui sont attachés aux achats, la revalorisation immobilière, comment est-ce qu'elle impacte, les libérations qu'il y a pu avoir, soit parce qu'il y avait des décès, soit parce qu'il y avait des rachats en fait, de droits viagers, les reventes éventuelles, les revenus locatifs qu'il y a pu avoir en fait, sur des biens qu'on a pu avoir. Donc bref, tous les 15 jours en tout cas. Toute une machine en fait, qui est bien huilée. Voilà. On va pouvoir aussi prendre en considération les souscriptions qu'on a pu avoir, puisqu'on peut rentrer donc une fois tous les 15 jours. D'accord, parfait. Et chez Pythagore, nous c'est hebdomadaire. Ouais. Là pour le coup il y a eu un sujet parce que c'est effectivement le nerf de la guerre évidemment pour pouvoir rentrer le plus souvent possible en fait dans le véhicule. Donc la VL hebdo c'est vraiment en tout cas c'était pour nous un minimum, mais ça demande comme disait Thibaut une organisation qui est assez incroyable et c'est aussi la difficulté. On est sur un fonds qui est vraiment technique et avec un associé qui est un assureur donc exigeant. Oui, bien sûr. Voilà, mais en tout cas c'est des VL hebdomadaires. Et des infos qui viennent de partout pour le coup. Et des informations qui viennent de partout. Bon ça après on a l'expérience de la gestion de ce type de véhicule, mais c'est vrai que c'était important. Moi je voulais aller un petit peu plus loin, mais vie quotidienne, ça sera pour plus peut-être tard. Après, voilà, exactement. Peut-être après. Est-ce qu'on peut parler de vos moteurs de performance aussi à l'un et à l'autre vous voulez peut-être enchaîner, Gaëla ? Oui, alors sur Pythagore, on a vraiment deux moteurs principaux, parce qu'en fait, c'est marrant que vous utilisiez le terme de moteur de performance, parce que c'est exactement ce qu'on utilise pour nos véhicules. On a vraiment le moteur cœur de portefeuille. Quand on est sur un véhicule extrêmement diversifié, on ne peut pas dire qu'on a une classe d'actifs, par exemple, qui va être relutive. Nous, on va aller chercher des marchés matures, des marchés qui le sont un peu moins. Mais globalement, vous l'avez compris, c'est sur différentes classes d'actifs, différentes stratégies d'investissement et en Europe. Donc voilà, et encore, on n'est pas fermé à être encore plus large. Donc nous, on parle effectivement en moteur de performance. Donc Pythagore, c'est, on va dire, un bon 50-60% d'actifs cœur de portefeuille, donc des actifs qu'on appelle, nous, en immobilier stabilisé. C'est la liquidité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est autour de 10%, mais c'est ensuite des actifs avec un petit peu plus de rendement, on va aller chercher un peu de valeur, mais surtout une petite pointe d'actifs value-add qui en général sont pas présents dans les SC, et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons voulu SC versus SCI, c'est pour pouvoir aller faire un peu plus de value-add et aller chercher cette surperformance. Alors on n'en mettra pas beaucoup, parce qu'on est quand même sur un fonds, c'est pas du high yield, on n'est pas... Ce sera de l'ordre de quoi, du coup Alors, on sera entre 5 et 15% de cette petite pointe de value-add en permanence dans le fonds. Donc, ça sera des participations qui, dans l'ensemble, seront assez courtes. Les fonds ou les actifs dans lesquels on va investir sont souvent des fonds qui sont des actifs qui sont en mauvais état, qui vont être rénovés, remis sur leur marché, ou reloués un peu mieux et ensuite revendus. Donc c'est des cycles assez courts, mais en tout cas il y en aura dans Pythagore et c'est tout l'intérêt de la SC par rapport à d'autres du marché, c'est d'aller chercher ça. D'accord. Et alors chez Via Génération, les moteurs de performance les moteurs de performance, il y en a plusieurs, il y en a d'autant plus d'ailleurs qu'on a d'ancienneté et d'historique en fait sur le fonds, parce qu'il y a un portefeuille qui est bien riche. Il y a un premier moteur de performance auquel on pense comme ça assez naturellement en fait, qui est comme on achète un bien qui est décoté, donc on achète une sorte de nue propriété, bien sûr, plus on va avancer dans le temps, plus cette nue propriété elle va augmenter. Donc on va avoir l'équivalent, je dirais, d'un rendement actuariel qui vient de manière mécanique et sans aucun risque, puisque c'est comme si on avait monétisé finalement des loyers futurs et qu'on les avait redistribués dans le temps. Après, on a une revalorisation immobilière, donc chaque 31 décembre. Donc, quand on achète un bien, on le fait expertiser bien sûr par un expert indépendant. Chaque année, à date anniversaire, il vient revaloriser le portefeuille. Et donc, nécessairement, en fait, cet impact de la valeur libre a un impact au niveau de la quote-part du propriétaire. Après, quand on a un bien en fait, qui est libéré, soit parce qu'en fait, il y a eu un décès, soit le décès en fait, d'un des deux aussi, qui a un impact au niveau du prix, soit qu'il y a eu un rachat de
de droit d'usage d'habitation, ou alors un abandon de droit d'usage d'habitation ou un rachat d'usufruit viager, là aussi, en fait, il y a une performance en fait, qui revient au fond. Quand il y a une revente, hein, ce que je disais tout à l'heure, en fait, par rapport à cette valeur d'expertise qui est finalement la référence en fait, pour le fonds, et qui heureusement en fait, est plutôt assez conservatrice, donc on peut être amené en fait, à faire une plus-value en revendant ce bien. Et puis il y a un autre élément, en fait, je vous disais que toute l'essence d'un fonds, c'était viager, c'était de mutualiser en fait, le risque. Donc ce qui est très beau, c'est que on va mutualiser un risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement on va avoir un portefeuille qui va converger vers la moyenne en fait, de la table de mortalité. C'est-à-dire qu'en gros, la table de mortalité sur laquelle on s'appuie, qui sont les TGH, TGF 0,5, sont les tables de l'INSEE, que nous demande d'utiliser l'AMF, qui sont les tables qui prennent la réalité d'aujourd'hui, mais aussi la réalité prospective, hein, donc anticipée. Oui, tout à fait. Oui. Donc on va avoir une réalité du portefeuille qui va s'appuyer sur cette table. Mais il y a un risque qu'on porte, au-delà du risque sur l'immobilier résidentiel, c'est est-ce que cette table en fait, correspondra à la réalité de demain. Bien sûr. Et ça, on le saura, mais on le saura, on a une duration du portefeuille qui est de un peu plus de 10 ans, donc on le saura dans 10 ans, et à chaque fois qu'on achète, on repousse en fait cette vous le revoyez. Et donc du coup, comme les assureurs, en fait, qui sont très familiers avec ce risque, ce qu'on fait, c'est que on va juste acheter nos biens sur des bases en fait, qui sont un peu plus conservatrices, de telle manière à rémunérer ce risque qu'on porte, et le porter, en fait, bien sûr, cette rémunération sur la durée de l'actif, de telle manière à se prémunir contre ce risque. Et donc ça constitue un autre moteur de levier performance. Très bien. Et alors, pour bien comprendre, à quel moment l'investisseur va toucher cette performance dans chacune de vos solutions? Je vais juste ajouter quelque chose sur le rendement. C'est vraiment intéressant la SC pour ça, parce qu'on ne l'a pas abordé tout à l'heure. Thibaut a bien dit que la SCPI, c'était un produit de distribution. Oui, tout à fait. Voilà. Produit de distribution, on peut se dire que ce n'est pas forcément adapté à l'assurance vie, qui est donc de la capitalisation. Et ce que vient d'expliquer Thibaut est intéressant, puisque dans les moteurs de performance d'une SC, il y a un peu de distribution, parce qu'on va aller en chercher quand même, mais c'est surtout de la capitalisation. En fait, et c'est pour ça aussi, et je voulais le rappeler, que la SC est beaucoup plus adaptée à un contrat d'assurance vie que peuvent l'être certains autres véhicules. D'accord. Voilà. Okay. C'est juste une petite aparté. Et alors, est-ce qu'on peut... de quelle façon vous allez distribuer la performance? Du coup, c'est... On ne la distribue pas. Voilà, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. C'est de la capitalisation. Donc la majorité des SC et des SC du marché, et je crois que Thibaut l'a dit tout à l'heure, on dit c'est au moment du rachat en fait que la personne va pouvoir jouir de ce rendement. Uniquement, il n'y a pas de... Par contre, l'avantage de la SC quand même, c'est qu'il peut voir ce rendement. C'est comme n'importe quelle unité de compte. Il le voit, il peut le voir. Donc pour Thibaut, toutes les 2 semaines. Pour moi, toutes les semaines. Et ça change beaucoup. Ouais. Bon, bien sûr, la période la plus importante, c'est celle qu'on va vivre ces prochains temps. C'est 1 fois par an, parce qu'on est quand même sur de l'immobilier. Donc j'espère que les assurés ne regardent pas la valeur liquidative de nos fonds toutes les semaines, parce que ça n'aurait pas de sens, ou tous les 2 semaines. Mais 1 fois par an, évidemment, quand ils reçoivent leur relevé de contrat d'assurance vie, ils peuvent voir ligne à ligne la performance de leur allocation, et ça, c'est vraiment intéressant. Ok. En termes de collecte, pardon. Non, mais c'est pour ça, en fait, juste pour ajouter par rapport à ce que Gaëlla disait, et dans lequel je me retrouve parfaitement, c'est qu'il ne faut pas confondre capitalisation et puis ce que pourrait proposer un fonds qui est fermé, en fait, où on connaîtra finalement la performance simplement à la sortie. Voilà, on a quand même on a une vision, en fait, une visibilité sur le prix de marché, en fait, qu'on calcule comme ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et qui permet de voir finalement comment est-ce que son épargne se développe. Voilà, mais c'est vrai que pour réaliser sa plus-value, il faut racheter. Ok. Très bien. En termes de collecte, là, alors, on n'est pas sur la même chose pour l'un et l'autre. Il y a une société qui existe déjà, une qui démarre. Alors, on va peut-être commencer par vous, Thibaut. Quelle était votre collecte en 2020 Alors, donc, juste pour rappeler, septembre 2017, le fonds est lancé. Des assureurs rentrent à nos côtés avec une mutuelle, quelques mutuelles même, un fonds qu'on récupère. Ils observent d'abord, donc ils observent, ils restent pendant 2 ans et demi, avant de se dire finalement c'est une bonne idée dans laquelle on a bien fait d'investir, et donc comme c'est une bonne idée, autant en faire profiter nos clients à nous, donc CGP et Family Office. Donc distribués en UC à partir du printemps 2019, commençant à collecter 3-4 millions d'euros.
un effet avec la loi Pacte qui a fait que ça s'est accéléré à 4-5 millions. Le PER, du coup, c'était avec le PER, voilà, dans lequel a été intégré aussi l'UC via Génération. Sur l'année 2020, en fait, on a fait une excellente collecte, puisque on a collecté 70 millions d'euros. Simplement donc via nos 2 assureurs historiques qui étaient AGS Patrimoine et Apicil, avec une collecte record de 11,5 millions d'euros en décembre. Et je peux déjà vous dire que janvier a bien commencé parce qu'on a collecté 18 millions, puisque en fait ce qui se passe c'est c'était prévu dès le départ, mais on a souhaité en fait élargir. On avait laissé en fait 3 ans à nos assureurs actuels, voilà, pour avoir une exclusivité, et on a fait rentrer un 3e assureur donc, qui est Swiss Life et qui distribue aujourd'hui donc, notre UC dans l'ensemble de ses contrats et l'ensemble des plateformes qui distribuent aussi des contrats. Donc on prévoit cette année une collecte entre 120 millions et 150 millions d'euros. Voilà. Mais si on l'a fait, on l'a pas fait pour aller chercher la collecte pour la collecte, on l'a fait parce qu'on savait aussi, et on sera peut-être amené en fait à parler du sourcing, mais on savait aussi qu'on était capable d'absorber en fait cette collecte, puisque l'idée c'est, comme vous l'avez pu le constater, on a un beau joujou et l'idée c'est de conserver le joujou et pas de le casser. Ouais, donc vous aurez toujours une manière de choisir, de sourcer. Enfin, on en reparlera peut-être après, mais effectivement. Gaëla, de votre côté, là... Je suis impressionnée par ces chiffres, forcément. Donc nous, on espère faire à peu près 50 millions. Vous démarrez, vous n'avez pas encore... Alors, non, on a déjà été chanceux, on ne démarre pas vraiment, parce qu'en fait, effectivement, la SC a été créée avec un assureur, forcément. Oui, bien sûr. Ouais. On ne pouvait pas démarrer sans un assureur. Donc, on a eu la chance d'avoir Aviva en tant qu'associé fondateur qui nous a donc forcément ce qu'on appelle seedé le fonds, nous a donné une première enveloppe pour pouvoir s'amuser avec le jouet, mais effectivement avec beaucoup d'intelligence. Donc, on a Aviva qui nous a donné un petit peu et on espère évidemment collecter auprès des 2 autres assureurs qui ont suivi, qui seront ouverts à la fin de ce mois, en l'occurrence, qui sont Generali et Suravenir. J'espère qu'au moment où je l'annonce, ça ne sera pas trop tôt, mais bon, on ne m'en voudra pas. Et donc, voilà, on espère atteindre les 50 millions d'euros cette année sur Pythagore. On sait que ça peut aller très vite parce que ce sont des véhicules dont l'accès est assez facile. On a la chance d'avoir démarré avec des très beaux assureurs qui ont su apprécier la valeur de cette multigestion et de Pythagore. Donc, voilà, on sera autour de 50. Et les performances que vous prévoyez ou que vous avez déjà distribuées sont de quel ordre? Vous escomptez quoi du coup chez Pythagore? On escompte en fait la performance qu'on souhaite sur la durée de détention recommandée de 8 ans. Donc ça ne changera pas parce que c'est une première année, donc c'est-à-dire autour de 4,5%. D'accord. Et de votre côté, alors nous, on a un objectif en fait de performance qui est de 5%, horizon de placement aussi, comme le rappelait Gaëla, en fait, qui est de 8 ans. Et cette année, en fait, on a terminé l'année à 6,81%, donc ce qui finalement conforte l'objectif qu'on avait fait, le résultat qu'on avait fait en 2019 qui était de 6,73 et de 6,42 pour la première année. Donc un peu au-delà de nos objectifs, et j'espère que ça ne fera pas peur en fait aux investisseurs, voilà, parce qu'on a une gestion extrêmement prudente, on provisionne beaucoup. D'accord. Et voilà, en tout cas, on a une souci en fait du risque qui est extrêmement bien monitoré. Ok. En termes de frais, on sait que c'est un sujet également pour la pierre papier, les frais dans les contrats d'assurance vie. Là, qu'est-ce qu'il en est pour vos 2 solutions? Allez-y, Thibaut, peut-être. Alors, les frais, en fait, ils sont de nature. En fait, il y a des frais de gestion qui sont assez limités, qui sont de 1,60% hors taxe. Et puis, il y a les frais d'entrée. Il y a 1% qui est acquis à la SCI. D'accord. Et les assureurs qui peuvent donc facturer jusqu'à 2%. Certains le font, certains ne le font pas. D'accord. Et de votre côté, Gaëla? Alors, dans la structuration de Pythagore, vous disiez les frais, c'est quelque chose d'important. Dans tous les fonds, c'est important, en fait, bien sûr, en direct ou en direct dans les assurances vie. Donc, nous, on a essayé de retirer ces frais d'entrée dans la SC. C'est un sujet qu'on a évoqué avec les assureurs en amont, en fait, dans la structuration du véhicule. Donc, on en a consulté un certain nombre. Oui. Et c'est vrai que ce frottement peut parfois être compliqué et aussi compliqué à faire comprendre à l'investisseur. Donc on a décidé de retirer ces frais d'entrée. Il n'y a pas non plus de frais de sortie. Et on a aussi 1,60 de frais de gestion. D'accord. Vous parliez des assureurs avec lesquels vous travaillez l'un et l'autre. On a fait le tour complet quand vous avez parlé d'eux, chacun.
Ouais, vous avez noté l'ensemble des assureurs avec Oui, lesquels vous tout à travaillez fait. aujourd'hui, d'accord. Tout à fait. Sachant qu'on espère, à mon avis, tous les deux. En avoir un peu plus. En avoir un peu plus, parce qu'en fait, vous l'avez compris, la SC ou la SCI, nos seuls associés possibles, ce sont des Les assureurs. assureurs. Voilà, exactement. Donc il y en a, allez, admettons une vingtaine, peut-être même pas 20 en France. Mhm. Thibaut a eu raison de rappeler qu'il y a aussi des plateformes qui, heureusement, sont moteurs Ouais, pour nous ouais. de nombreux référencements. Donc on espère tous, je pense, Alors, de nombreux oui, assureurs oui, cette et année. nous peut-être un peu plus dans le temps. C'est-à-dire que l'idée, ça va être déjà de... Là, il y a un gros faiseur en fait qui est Swiss Life. Swiss Life, c'est aussi les plateformes RS, c'est Norcia, il y a énormément de... Donc on attend de savoir en fait un peu la largeur du tuyau pour savoir à hauteur de combien on va collecter avec Swiss Life Ouais. pour envisager le cas échéant en fait de faire rentrer un quatrième assureur, mais au deuxième semestre. Donc Parce que on n'est pas pressé en fait. On a la chance, et je le dis très humblement, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est un produit en fait qui est très plébiscité, une solution qui est très plébiscitée d'investissement, parce que voilà, elle apporte de la performance, de la prudence et puis du sens. Et que c'est vrai que ces trois éléments en fait qui résonnent bien dans la tête des investisseurs. Aujourd'hui, on est le premier moteur de collecte chez AGAS, chez Apicil, et j'espère demain en fait chez Swiss Life. Donc l'idée c'est de grandir, mais de grandir sans... Enfin, voilà, on était bébé, maintenant on est un peu à l'adolescence, donc on est passé à l'âge adulte. On a réussi à démontrer en 2020 que finalement une idée, c'était une belle idée, mais en fait après ce qu'il faut c'est la mettre en musique, et pouvoir avoir la capacité en fait à délivrer. Donc ça on l'a démontré en 2020, on va continuer à le faire en 2021, et puis une fois que la mue sera terminée, on pourra passer... Parce que qu'est-ce qui se passe si un assureur se retire, justement c'est toujours possible, on ne sait jamais, on ne vous le souhaite pas évidemment, mais comment ça se passe là pour le coup? Nous, on a 30% de liquidité, Ouais. donc Pas de souci là-dessus. donc on n'a pas trop de soucis, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, bien sûr, il faut toujours faire des stress scénaristes. C'est-à-dire que, comme le disait Gaëla, en fait, voilà, je pense que notre métier, c'est d'être garant en fait, des intérêts des investisseurs et d'identifier les risques. Et après, il faut savoir les rémunérer. Voilà, en tout cas, c'est l'ADN qu'on porte en tant que société de gestion, c'est la responsabilité qu'on a. Ouais. Et en tout cas, on est extrêmement soucieux de ça et on fait bien sûr des stress scénariés. Et en plus, les partenaires toute la réglementation nous demande aussi de fournir un certain nombre d'éléments en fait, qui demandent de faire des stress tests de liquidité. Ouais, donc ça, on est tout à fait au rendez-vous. Pareil En pour fait, vous, Gaëla. oui, enfin, en tant que société de gestion, quand on gère des SCPI, on a une responsabilité, c'est de distribuer évidemment du dividende et des revenus, parce que les clients qui investissent dans des SCPI, c'est pour avoir des revenus complémentaires. Bien sûr. Donc on a vraiment cette responsabilité du retraité qui va chercher tous les trimestres, aller chercher, avoir ce complément de revenus. Ouais. Et quand on gère des fonds de capitalisation pour associer un assureur, on a la responsabilité de l'aider, de l'accompagner sur la durée, notamment dans le traitement de cette liquidité, de manière perpétuelle. On est des associés réellement, et donc on est garant de ça. En plus, bien évidemment, du rendement qu'on doit servir, etc. etc. Le risque qu'on a évidemment et qu'évoquait Thibaut, là, je pense par sa prudence, c'est aussi la taille du marché dans l'immobilier, qui n'est pas extensible, qui a amené ces dernières années des gérants à aller chercher au début des actifs en Allemagne, puis au fur et à mesure on a vu les gens de plus en plus loin. aller de plus en plus loin, mais c'était intelligent parce que tout miser sur un pays, une zone, une classe d'actifs, et c'est pour ça nous qu'on fait de la multigestion, c'est pas du tout, c'est un peu dangereux. On le voit aujourd'hui, on le savait déjà hier, et donc c'est vrai que le fait d'élargir nous notre scope dans la multigestion, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'aller chercher de multiples stratégies de gestion, de multiples classes d'actifs, de multiples pays. Forcément, on agrandit, nous, notre terrain de chasse. C'est un peu trivial, mais... et donc, forcément, nous, on est un peu moins inquiets sur la collecte, puisque par là même, on ouvre tous les robinets en allant chercher tout ça sur le marché, disséminé sur l'intégralité des marchés. Donc, nous la taille de la collecte ne nous inquiète pas pour l'instant. Mais par contre, ce qu'on regarde avec beaucoup de prudence, c'est justement cette liquidité. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des minimums de souscription sur les contrats avec lesquels vous travaillez? Je crois que c'est 100 euros. 100 euros, ouais. Vous aussi, c'est... Je crois que c'est des montants qui sont assez faibles. Je ne pourrais pas vous dire en fait, exactement, mais en tout cas, je sais qu'il n'y a pas de plafond, sauf une contrainte en fait, par rapport à la taille du contrat, donc qui est 30 ou 40% en fonction des assureurs. Ouais, et chez vous, c'est quoi? C'est 30% d'office, puisqu'on est en SC et pas en SCI. Mais par contre, les SCI peuvent aller beaucoup plus loin
en fonction évidemment du choix des assureurs, ouais. mais ils peuvent aller au-delà des 30% de la valeur du contrat. D'accord. Vous parliez tout à l'heure du sourcing. Est-ce qu'on peut en dire un mot justement? Comment vous sourcez vos... Oui, parce que le cash, alors bon, on est très content bien sûr d'avoir des investisseurs, hein, et ça je n'en cache pas, et on ne va pas du tout... mais c'est vrai que comme je le rappelais, nous le nerf de la guerre en fait il est sur le sourcing. Donc comme je vous disais, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de porter une image qui est une image moderne du viager, à travers plus de lisibilité, ce que j'indiquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on se source auprès d'un réseau de partenaires, de 25 partenaires, qui sont soit des indépendants, soit des réseaux. D'accord. Et ça, bon, voilà, on connaît, c'est assez facile d'identifier en fait les acteurs. On a des relations très fortes avec eux. C'est que des viagéristes. Alors les viagéristes, oui, tels qu'on les appelle, en fait, c'est ceux qui sont spécialisés dans le viager, qui connaissent exactement notre cahier des charges et qui savent un petit peu comment est-ce qu'on achète et le type de bien qu'on achète. Je dirais un mot en fait après sur le type de bien qu'on achète. Après, ce qui se passe, c'est que les notaires, qui est une fonction, qui est une activité en fait réglementée, ne sont pas forcément les premiers à prendre des risques. Mais depuis qu'on a passé en fait la barre des 100 millions d'euros en fait sur le fonds, c'est vrai que voilà, on a signé aujourd'hui 110 actes. On est passé forcément dans 110 études, et donc ils nous connaissent et ils commencent à considérer notre offre. Et donc ils pensent à nous. Donc on source de plus en plus de biens directement via des notaires. Et puis ça c'est un projet en fait qui me tient particulièrement à cœur. Pendant le premier confinement, on a développé un outil qui est digital. Digital pourquoi? Parce que on a besoin d'être processé, parce qu'on achète plein de biens. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est surtout optimiser toute la gestion, parce que malheureusement, on a 2 jambes, 2 bras et qu'on est 2 à gérer le fonds, et que donc on peut pas se démultiplier. Oui. Donc on a monté en fait une plateforme qui va être une sorte de meilleur agent doublé d'éléments en fait sur l'âge des seniors, qui donnera des caractéristiques sur le bien et qui donnera des caractéristiques financières bien sûr sur le bien et sa valorisation. Et on va mettre un outil à disposition des CGP de telle manière à ce qu'ils puissent, eux qui nous connaissent côté investissement, qu'ils puissent nous connaître aussi côté sourcing. Et on a testé déjà cela en fait auprès de Family Office, et on s'est aperçu qu'il y a plusieurs vertus. Voilà, c'est que nous, ça va élargir notre sourcing en termes de nombre de biens, en termes de géographie. Voilà, et aujourd'hui, on est quand même sur un marché viager qui est très Paris-Île-de-France, région PACA, là où sont les seniors. Oui. Donc le fait de s'appuyer sur des CGP, ça va permettre d'élargir au niveau national. D'accord. Ça va permettre aux CGP, finalement, de pouvoir offrir une nouvelle solution en fait, à leurs seniors, de pouvoir monétiser leur actif, donc se retrouver avec des liquidités supplémentaires sans aller chasser de nouveaux clients. Oui. Et tout ça dans une relation de confiance, parce que voilà, ils ont une relation en fait pérenne, saine, de confiance en fait avec leurs clients. Donc ça va leur permettre d'avoir plus à gérer. Pour les assureurs, c'est plus de contrats aussi. Donc tout ça s'articule en fait dans une dynamique qui est vertueuse et qui va nous permettre finalement d'élargir notre offre de sourcing. Donc ça, on est... Il serait prêt quand cet outil du coup? L'outil est déjà prêt. Il y a déjà une version V0 en fait qui existe et qu'on traite, qui nous a permis déjà de sourcer un certain nombre de biens. Et en tout cas, on mise beaucoup d'espoir en fait sur cet outil. Et donc vous disiez des biens qui sont plutôt des biens de quel ordre? Alors les biens qu'on achète sont des biens qui sont plutôt haut de gamme. Ouais. Pourquoi haut de gamme? C'est simplement parce que on n'a pas d'effet de levier, hein. On achète simplement en fait ce que les investisseurs nous confient, donc il n'y a pas d'utilisation de la dette. Et donc comme on est exposé sur un risque immobilier, l'idée c'est d'essayer en cas de baisse de l'immobilier, d'avoir des actifs en fait qui ont une résilience. Donc forcément en fait quand on se positionne sur des biens qui sont des biens de qualité en respectant la règle d'or de l'immobilier qui est l'emplacement, forcément on se retrouve avec une résilience qui est plus importante. Et puis, pour dire un petit mot sur l'effet des crises, en 2008, il y a eu une grosse crise financière, on a vu l'impact que ça a eu au niveau du marché immobilier, finalement il a été ponctuel. Donc là aussi, on se positionne en fait sur un marché qui a marché où il ne faut pas regarder les VL en fait toutes les 2 semaines. On en revient là. On vient pas sur Via Génération pour faire un aller-retour d'un mois sur l'autre ou de 6 mois en 6 mois. On vient en fait pour investir. Alors est-ce que l'horizon de 8 ans en fait qui est donné par l'AMF et l'horizon c'est un horizon cible. On peut sortir avant, bien évidemment, et ça se fait bien évidemment aussi sans frais, parce qu'on a parlé des frais d'entrée, mais pas des frais de sortie. Les frais de sortie, il n'y a pas de frais. Voilà, donc on est sur un portefeuille extrêmement qualitatif, et ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas,
on a des biens, mais qui feraient pâlir, à mon avis, la plupart des belles agences immobilières, puisqu'on est très fiers, en tout cas, des actifs qu'on a. D'accord. Et Gaëla, du coup, en sourcing, est-ce qu'on peut en dire un mot aussi? Oui, avec plaisir. Alors notre sourcing, il est lié, comme à peu près tous les gestionnaires d'immobilier, lié à notre réseau, un réseau qui est assez large et vaste, puisque nous, on va travailler à la fois avec des sociétés de gestion immobilière, Oui. avec un savoir-faire, vous l'avez compris, Oui. des asset managers, des brokers, classiquement. Bien sûr, on vient à nous également maintenant, encore plus qu'avant, avec des propositions. Donc ça, c'est important. Et pourquoi je vous dis aussi asset managers? Parce que nous, donc Thibaut vient de rappeler que l'emplacement, c'était évidemment extrêmement important, mais ce qui est aussi important, c'est les locataires. Et que donc on s'en est rendu compte là dernièrement. Et donc aller chercher un asset manager spécialisé, et on voit bien d'ailleurs les sociétés de gestion aujourd'hui, la valeur qu'elles ont eue pendant cette période, c'est dans la qualité de leur relation avec les locataires. Donc on va chercher évidemment des asset managers qui vont travailler avec nous sur des actifs aussi. C'est-à-dire qu'on va acheter un actif en direct et le faire gérer par un spécialiste de la classe d'actifs ou de la stratégie d'investissement en fonction de ce que c'est. Donc, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, nous, on a élargi considérablement notre horizon. On est un peu à 360 degrés. Et donc, on va assez loin dans cette quête. Ce qui change, par contre, le sourcing, lui, ne change pas. C'est toujours la même chose. On va chercher où on reçoit des dossiers, on les analyse. Nous, on va un petit peu plus loin sur l'analyse, puisqu'on est très attendu par nos associés sur notre capacité, évidemment, à sélectionner évidemment, et à analyser la qualité des dossiers que nous recevons, que ce soit sur des actifs en direct, co-investir aux côtés, évidemment, d'autres acteurs du marché, ou par le biais de participation dans des fonds. Et donc, quand on rentre indirectement ou directement dans un actif, on va chercher systématiquement à avoir une relation très proche, et voire même parfois être partie prenante dans la gouvernance des opérations ou même des fonds, puisqu'on nous l'a proposé dernièrement sur une de nos participations, bien sûr c'est avec plaisir qu'on intégrera le board des fonds dans lesquels on va investir, quand c'est possible, bien sûr. Et donc voilà comment on source. Ça fait plus d'un an en fait maintenant qu'on a tissé ce réseau qu'on avait déjà, mais on l'a tissé pour Théorème, et non plus pour les sociétés de gestion dans lesquelles on a travaillé. Et on se rend compte que le fait de travailler en multigestion rend on va dire la force de frappe encore plus grande. Voilà, plus grande, et c'est assez exceptionnel. Surtout quand on va chercher des classes d'actifs, comme celle d'ailleurs de Thibaut, c'est-à-dire des stratégies vraiment où on cherche le spécialiste en fait. La santé, le résidentiel, ça ne se gère pas non plus de la même manière qu'un actif de bureau. Donc en fait, certaines stratégies demandent à être investies de façon plus granulaire et donc par le biais de fonds d'investissement alternatifs. D'accord. Alors pour conclure, puisqu'on est déjà au terme de cet atelier, est-ce qu'on peut en 3 mots, retenir 3 idées fortes en tout cas de société civile dans les contrats d'assurance vie? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer un petit peu notre échange d'aujourd'hui? Est-ce que flexibilité. Allez-y, Gaëla. Ouais. Donc c'est flexibilité. Je parle que de Pythagore. Oui, bien sûr. Donc flexibilité, architecture ouverte, multigestion. Sans frais d'entrée, disponible dès 100 €. Voilà, c'est ça en fait notre ESC Pythagore. Et Via Génération, en 3 mots, 4 mots, 5 mots? Alors en 4 mots, nous, c'est un projet dont on est particulièrement fiers, où on voit tout le sens en fait, qu'il y a à monter un fonds, puisque ça mutualise un risque de mortalité. Oui. Donc par rapport à quelqu'un qui voudrait acheter un viager, du coup on va mutualiser le risque, donc on voit bien tout ce que ça peut avoir comme intérêt. Ce qui est bien, c'est comme je vous le disais, plus on va avancer, plus on va offrir un profil de risque qui va être faible. Ce dont on est particulièrement fier aussi, c'est que le rester chez soi a démontré finalement aussi sa pertinence dans la crise financière, puisque je peux vous dire en fait qu'on n'a eu aucun décès lié en fait au Covid, et ça on en est particulièrement fier. Après voilà, c'est un support en fait qui a du sens en termes de diversification. C'est un support, voilà, compte tenu des belles performances qu'on a pu faire, on peut être certain que d'autres vont certainement en fait essayer d'endosser voilà, donc, mais voilà, c'est une idée, mais derrière en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être extrêmement rigoureux. Et c'est vrai que la notion de portefeuille est essentielle pour la réussite. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Elisa. Merci, au revoir. Elisa.